Cool, coucou Alexandra. Ça va, Jenny? Ça va, tu m'entends bien? Ouais, très bien. Super. Bah écoute, je te propose qu'on démarre. Bienvenue Françoise. Voilà, si vous pouvez nous faire juste un petit retour sur le son et l'image, si ça va pour tout le monde. Et puis, on va démarrer donc avec notre sujet du jour, l'aménorrhée. Ouais. Qui va faire un peu, qui est un petit peu en lien avec l'épisode, alors, pas forcément directement en lien, mais avec l'épisode de podcast on a enregistré ensemble la dernière fois. Donc bon, qui n'est pas encore sorti, mais bientôt. Pas bientôt. Dans quelques semaines quand même. Je vais pas non plus. Je ne mets pas trop la pression. Ouais, c'est ça. Donc apparemment c'est bon au niveau technique. Apparemment. Ouais. Super. N'hésitez pas aussi à laisser vos questions. On avait laissé une petite box dans les stories dernièrement. J'avais fait un post aussi le dimanche, donc j'avais pas mal de retours sur voilà, différents types d'aménorrhée. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui et faire le lien avec la symptothermie, du coup, qui est une méthode d'observation du cycle, mais qui dit cycle dit ovulation, menstruation. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas d'ovulation et qu'on est en aménorrhée? Donc déjà, je propose de te présenter, Alexandra, de te présenter voilà, sur tes spécialités et pourquoi aujourd'hui on va parler ensemble de l'aménorrhée. Je te laisse la parole. Alors du coup moi je suis alors je m'appelle Alexandra et j'exerce en tant que naturopathe. C'est important ce petit mot parce que je ne suis pas naturopathe, je suis Alexandra tout simplement comme tu es Eugénie et je pense que c'est important de les rappeler. Des fois on se définit par notre profession alors qu'on est plus que ça. Mais j'exerce avec beaucoup de plaisir le métier de naturopathe depuis 3 ans. Oui, ça, je me trompe pas. Et je me suis, on va dire, au fur et à mesure spécialisée sur le cycle féminin et notamment l'aménorrhée parce que, en fait, je me suis rendu compte que naturellement, ce sont des personnes et des troubles que j'attirais sans forcément le vouloir avant que j'officialise vraiment cette spécialisation, disons. Et en fait, tout simplement parce que j'ai compris un peu plus tard, c'est parce que en fait, ça fait partie de mon vécu, de mon histoire. Moi, j'ai souffert souffert. Je peux dire souffrir parce que c'est assez fort, mais j'ai vécu une période d'aménorrhée qui a été assez longue. Je ne saurais jamais vraiment définir la durée puisque entre-temps, j'ai pris la pilule contraceptive qui m'a fait saigner. Donc forcément, je pensais avoir mes cycles parce que je ne connaissais pas à l'époque le fonctionnement de la pilule contraceptive. C'est bien plus tard que je l'ai compris. C'est en arrêtant ma pilule que je me suis rendu compte aussi que finalement l'aménorrhée que j'avais vécue avant ma pilule, finalement je l'avais encore post-pilule. Mais est-ce qu'entre-temps mes cycles sont revenus ou pas? Je n'en sais rien. Donc en gros, il y a eu je pense une dizaine d'années, entre 7 à 10 ans, on va dire, d'aménorrhée secondaire. Et il y a plusieurs effectivement types d'aménorrhée, on va en parler. Et donc c'est pour ça que ça me tient à cœur aujourd'hui de vraiment accompagner mes clientes sur non pas que l'aménorrhée, le cycle de manière générale, mais c'est vrai que l'aménorrhée c'est quelque chose c'est mon dada, disons. Et puis c'est vrai que, moi je trouve qu'on manque de personnes ressources sur cette problématique en particulier, parce qu'effectivement les causes peuvent être multiples. On va parler des différents types d'aménorrhée. Et du coup, on ne sait pas trop. Enfin, j'ai eu l'exemple aussi dans les commentaires. On ne sait pas trop vers qui se tourner. Est-ce qu'on attribue à ça ou pas à ça? Comme tu dis, tu as pris la pilule entre-temps. Est-ce que après tu as eu une aménorrhée post-pilule? Enfin, il y a plein de paramètres qui peuvent rentrer en compte. Alors, juste pour dire un petit mot du coup pour celles qui me connaîtraient pas. Donc moi, je suis Eugénie. Je suis formatrice en symptothermie, donc qui est une méthode alternative pour observer son cycle. Notamment, en fait, on va pouvoir valider le fait qu'on a eu une ovulation dans notre cycle et en fonction de celle-ci, eh bien, déduire nos périodes fertiles et infertiles dans notre cycle, puisque la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas fertile tout le temps. En fait, on est fertile juste voilà, avant et pendant l'ovulation. Et le reste du temps, on ne peut pas avoir de grossesse, tout simplement. Donc, c'est vrai que c'est une méthode qui est très plébiscitée aujourd'hui. Il y a beaucoup de bouche à oreille. Les réseaux fonctionnent bien aussi. Mais on va dire que voilà, c'est vrai que sur certaines pathologies vraiment particulières, c'est souvent qu'on a la question, est-ce que dans ce cadre-là, je peux utiliser la méthode ou pas? Et aujourd'hui, justement, donc on parle de l'aménorrhée, le fait qu'il y ait
pas de cycle, on va définir après justement les différents types d'aménorrhées qu'on peut rencontrer. Mais juste pour expliquer les grands principes de la symptothermie, en fait, c'est qu'on va observer les signaux fertiles du corps. Et en fait, ces signaux, ils dépendent de nos hormones, en fait, de nos hormones sexuelles reproductives. Parce qu'en fait, on parle souvent du cycle menstruel, mais ça concerne que l'aspect menstruation. En fait, c'est un cycle de reproduction, tout simplement. Donc, quand il n'y a pas d'ovulation, ben, en fait, il n'y a pas toutes ces variations. Donc, on ne peut pas, il n'y a pas grand-chose à observer, en fait. Il peut y avoir des petites choses qui bougent, mais tant que ça aboutit pas à une ovulation, ben, on n'aura pas des paramètres très clairs et puis on aura voilà, un cycle qui sera toujours en attente de l'ovulation. Ce que je rappelle, l'indéfinition d'un cycle, c'est quand on a des menstruations, une ovulation quelque part dans le cycle, idéalement dans un cycle en bonne santé à peu près au milieu, et ensuite de nouveau des saignements qui sont des menstruations. Mais voilà, on peut très bien avoir un cycle où il y a plusieurs fois des saignements et une seule ovulation par exemple, ou sinon bah voilà, des périodes où le cycle se met en pause, plus ou moins longtemps. Je vais prendre une autre pathologie qui est le syndrome des ovaires polykystiques, SOPK, qui a des durées variables. Des fois, on peut avoir des cycles voilà, de 40 jours, 50 jours, 60 jours. Et en fait, si on suit la définition de l'aménorrhée, au-delà de 3 mois, 90 jours, on passe en aménorrhée secondaire. Or, c'est plutôt pour moi lié avec le SOPK qui peut faire des cycles très variables et des ovulations, on va dire, difficiles ou plus tardives. Mais après, il y a d'autres types d'aménorrhées qui sont plus profondes, on va dire, et surtout plus persistantes. Et c'est plutôt de ça dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Déjà, on va exclure, on va dire, d'office les aménorrhées, on va dire, plutôt physiologiques. Par exemple, le fait qu'on soit en grossesse, c'est une forme d'aménorrhée. On n'aura plus d'ovulation. Une fois qu'on est enceinte, on ne peut plus avoir d'autres ovulations, on ne peut plus être féconde à nouveau. Donc ça, c'est tout à fait normal. C'est la nature qui est comme ça, donc ça n'est pas pathologique. Et la deuxième, donc, c'est l'allaitement. Donc l'allaitement, c'est pareil, c'est le fait qu'on allaite, c'est en lien avec la prolactine qui va faire que bah, quand le bébé va téter, on va avoir une plus forte sécrétion de prolactine qui va bloquer l'ovulation. Alors, pour autant, l'allaitement n'est pas toujours bloquant. Donc là, ce sera plutôt l'objet même d'un autre live sur l'allaitement. Mais en tout cas, l'allaitement, ça n'est pas une pathologie, d'accord? Donc, ça n'est pas une aménorrhée pathologique. C'est physiologique, en tout cas. Et notamment, l'allaitement n'est pas non plus un moyen de contraception. Il faut faire attention. C'est pas parce qu'on allaite qu'on ne peut pas tomber enceinte, puisque finalement, comme tu le disais, les menstruations arrivent plusieurs jours. Normalement, sur un cycle fertile, arrivent environ entre 11 à 13 jours après le sommet, donc après l'ovulation. Et donc, généralement, quand on a les menstruations, on se dit « Ah bah oui, ok, j'ai ovulé », mais ça se trouve, voilà, on a pu avoir un retour de couche et donc ovuler et se dire « Bah non, je saigne pas », mais c'est parce qu'on avait ovulé quand même et on a pu tomber enceinte, d'où des fois les grossesses répétées sans forcément le vouloir. Et puis sans tomber enceinte, sans avoir de menstruation entre le temps. Exactement. Et puis moi j'ai commencé justement la symptothermie en allaitement. Et justement, dans le cadre de l'allaitement, on n'est pas du tout à des phases post-ovulatoires de 11, 14 jours. Moi, j'avais 5 jours, par exemple. Donc ça, c'est des choses aussi vraiment, vraiment spécifiques de l'allaitement. Mais là, on va parler plutôt des aménorrhées, on va dire, pathologiques, des causes qui peuvent faire qu'on n'ait pas du tout d'ovulation, de menstruation pendant parfois plusieurs mois. Donc, la définition, on va dire, c'est au moins 3 cycles pour une femme qui a des cycles, ou au-delà de 6 mois. Ça dépend, voilà, la définition qu'on prend. Mais ça, c'est ce dont on va parler aujourd'hui aussi, c'est l'aménorrhée secondaire. Ça veut dire si on a déjà eu ses règles et qu'on n'a plus ses règles. Ça, c'est la secondaire. Ça peut arriver qu'on soit en aménorrhée primaire, c'est-à-dire qu'on n'ait toujours pas ses règles. Voilà, passé un certain âge, là, ça devient pathologique aussi. Normalement, il y a la période de la puberté qui est très, très large d'ailleurs. C'est voilà, entre 11, 12 ans jusqu'à même des fois 18 ans. On peut avoir ces règles tardivement, mais c'est pas forcément problématique. Là, on parle dans le cadre de l'aménorrhée secondaire. Alors, est-ce que tu peux nous donner des exemples peut-être de types d'aménorrhées qui sont vraiment, on va dire, vraiment typiques, récurrentes? Il y a des choses, voilà, on sait que c'est en lien directement avec ces problématiques-là. Oui. Alors, juste un petit aparté avant de rentrer dans ce sujet-là. C'est vrai qu'on se focalise beaucoup sur les menstruations et c'est l'objet du live aujourd'hui, mais le plus important, c'est l'ovulation. Et comme tu le disais, il n'y a pas de menstruation s'il n'y a pas d'ovulation. Donc vraiment, le plus important dans un cycle, c'est vraiment cette phase-là. Et derrière, si ovulation il y aura menstruation, sauf en cas de grossesse.
qui est une aménorrhée du coup physiologique et non pathologique. Exactement. Et je pense que du coup, cette définition par rapport aux menstruations, c'est parce que c'est plus facile pour les femmes de reconnaître leur menstruation que vraiment leur ovulation. Mais effectivement, la problématique vient du fait qu'il n'y a pas d'ovulation. Et en fait, notre ovulation, c'est un signe de bonne santé. Donc, quand il n'y a plus d'ovulation, ça souligne qu'il y a un problème quelque part. Exactement. Alors, il y a plusieurs cas qui amènent à une aménorrhée secondaire, donc à savoir ne pas avoir de menstruation. Donc, quand on parle de pathologique, attention, hein, c'est pas du gravissime, il faut pas s'alarter, il faut pas paniquer, pas du tout. C'est juste pas irréversible non plus. Voilà, et ce n'est pas irréversible. Moi, après 10 ans, vous voyez, j'ai eu mes règles, mais c'est juste que ce n'est pas un cas normal de santé, disons. Donc, il y a plusieurs cas. Il y a le SOPK, effectivement, donc le syndrome des ovaires polykystiques, qui peut amener à une irrégularité des cycles. D'ailleurs, c'est un des critères qui permettent de définir le SOPK. Et ces cycles étant tellement irréguliers, ils peuvent très bien s'allonger. Le SOPK, c'est un développement folliculaire plus important que la normale, n'aboutissant pas à un follicule qui se rompt au moment de l'ovulation, et donc il n'y a pas d'ovulation. Et donc, s'il n'y a pas d'ovulation, je viens de le dire, il n'y a pas de menstruation. Donc, le SOPK, il peut être défini, alors on ne se dit pas syndrome du SOPK comme ça parce qu'on n'a pas ses règles. Il y a différents critères qui viennent définir le SOPK. Il y en a 3, notamment ce qu'on appelle les critères de Rotterdam. Et on considère qu'on est atteint de SOPK quand on réunit au moins 2 de ces 3 critères-là. Donc, le premier critère, c'est la fameuse irrégularité du cycle. C'est pas tant vraiment des cycles particulièrement très, très, très longs. C'est vraiment le fait que ce soit très, très changeant, en fait. Alors oui, effectivement, un cycle de plus de 40 jours, de plus de 50 jours, ça peut être un indice. Mais c'est surtout le fait que ne soit pas régulier. Deuxième signe, c'est justement l'absence des menstruations, mais surtout le fait qu'il y ait une hyper aussi androgénie, donc souvent peut-être plus de pilosité. C'est un des signes un des critères de Rotterdam. Et ensuite, l'échographie pelvienne peut venir aussi montrer un développement folliculaire plus important, donc soit en termes de nombre, soit aussi en termes de grosseur de l'ovaire. Et donc, si on a 2 de ces critères, effectivement, l'ordre des médecins, les gynécos peut affirmer qu'on peut avoir un syndrome du SOPK. Et donc, effectivement, l'une des conséquences, c'est cette fameuse aménorrhée possible, ou en tout cas des cycles très longs. Et ce n'est pas irréversible, c'est-à-dire qu'on peut mettre en place des actions dans son hygiène de vie pour essayer de favoriser un retour à l'équilibre des hormones et une régularité des cycles qui va faire qu'on va ovuler un peu plus régulièrement, un peu plus normalement, disons, et donc avoir des menstruations. On va soutenir le corps, ouais. Alors justement, je voulais juste amener aussi une petite précision. Évidemment, on est dans le cadre des alternatives naturelles, d'accord? Il y a eu beaucoup aussi dans les commentaires, voilà, par rapport aux médicaments, où je le vois sur mes groupes Facebook aussi. Là, on est vraiment dans l'aspect, soutien au corps, en complément d'un suivi médical. Il faut le rappeler, on n'est pas anti-médecine, bien loin de là, mais on offre en fait des possibilités, des pistes de réflexion, des pistes de guérison, en plus, on va dire, de l'aspect médecine traditionnelle, en tout cas allopathique, mais avec des solutions naturelles. Et c'est ce qu'on appelle l'hygiène de vie. Donc, vous verrez, on va donner quelques exemples un peu plus tard, mais c'est pas, la naturopathie, souvent, on a un petit peu l'image, on va manger des compléments alimentaires. Ça va bien au-delà. Il y a plein de choses à prendre en compte. C'est vraiment ce qu'on appelle les médecines holistiques. Donc, on va prendre en compte différents aspects de notre hygiène de vie. On peut donner des petits exemples rapides, mais par exemple, la qualité du sommeil. Est-ce qu'on fait du sport ou pas? Est-ce qu'on a des activités où on va se dépenser, transpirer? La qualité de la gestion du stress, enfin, différentes choses en plus de l'alimentation qui évidemment est une base très importante aussi, quoi. En fait, il y a vraiment, notamment dans le cas de l'aménorrhée, il va y avoir, et dans un peu tous les cas d'aménorrhée secondaire dont on va parler, il y a 3 piliers aussi qui vont être importants sur lesquels on va pouvoir travailler. C'est effectivement l'équilibre nutritionnel qui est spécifique à chaque personne en fonction de ses propres besoins, de son rythme de vie, de ce qu'on appelle aussi son profil. On a des profils différents, on a des personnes qui ont des feux digestifs différents, etc. Donc les besoins vont être un peu différents. En fonction aussi du passif, si on a pris la pilule, si on a pris d'autres choses qui ont pu peut-être créer des carences nutritionnelles.
Donc, il va y avoir effectivement un rééquilibrage nutritionnel. Rééquilibrage nutritionnel ne veut pas dire éviction alimentaire, restriction alimentaire, et encore plus dans un des cas d'aménorrhée secondaire, c'est vraiment l'inverse qu'on va essayer de chercher. Donc ça, c'est important de le préciser. Ensuite, il y a toute la sphère psycho-émotionnelle qui est très importante pour n'importe quel aussi type d'aménorrhée, puisque la première chose qui engendre le cycle hormonal, c'est le cerveau. La première hormone qui est sécrétée, la FSH, qui est l'hormone folliculo-stimulante, elle est sécrétée par notre cerveau. Donc, si le cerveau n'envoie pas ce signal-là, il n'y aura pas d'activité ovarienne derrière, donc pas de cycle. Donc, l'importance et l'équilibre psycho-émotionnel est extrêmement important, extrêmement présent en tout cas. Et la troisième chose, ça va être aussi tout ce qui va être santé de nos émonctoires. Donc, les émonctoires, ce sont des organes éliminateurs de nos toxines. Donc, on a les foies, le foie, les reins, les intestins, les poumons, la peau. Et aussi, on a l'utérus pour la femme qui nous permet chaque mois, c'est une porte supplémentaire de sortie des toxines. Quand on saigne, voilà, quand on a nos menstruations. Mais en tout cas, l'équilibre et la santé de nos émonctoires, de ces portes de sortie, de tous les déchets qu'on accumule au quotidien, leur santé va aussi jouer un rôle important dans l'équilibre hormonal général de notre corps et donc notre cycle menstruel. Donc, on va avoir différentes pistes possibles d'action sur ces trois piliers-là. Effectivement, après, il y a tout ce qui est au sommeil, activité physique, mais finalement, le sommeil va permettre aussi la réparation de nos tissus. L'activité physique va permettre aussi de stimuler l'élimination des toxines. Donc, on rejoint en fait la santé émonctorielle. Oui. Alors, juste aussi une petite parenthèse sur la santé psycho-émotionnelle. Comme tu disais, le chef d'orchestre de notre cycle, c'est notre cerveau. Et en fait, ce qui est vraiment rigolo, c'est que justement, les glandes vraiment spécifiques qui gèrent notre fertilité, elles gèrent aussi nos émotions en fait. Elles sont situées dans notre cerveau, ce qu'on appelle limbique, c'est notre cerveau émotionnel. Donc c'est ça aussi qui explique que quand on est trop sollicité par le côté émotionnel, bah, du coup cette autre fonction de fertilité, bah, elle se met en pause en fait, tout simplement. Donc il y a vraiment des cas typiques voilà, de stress ou de situations qui vont comme ça, une fonction va prendre le dessus sur l'autre. Exactement. Et notamment sur le cas du stress, par exemple, donc la fameuse hormone du stress qui est le cortisol. Là, je pense que tout le monde connaît cette fameuse hormone. Il faut savoir que si je schématise un petit peu les choses, le précurseur au cortisol, c'est le même que le précurseur de la progestérone, qui est donc cette fameuse deuxième hormone qui arrive post-ovulation. En gros, ça veut dire que le cortisol et la progestérone empruntent les mêmes autoroutes. Sauf que quand on est dans une situation stressante, ou en tout cas un rythme de vie qui nous stresse, des préoccupations, des choses comme ça, eh bien le cerveau, lui, il va avoir une priorité, c'est de vous garder en vie. Et donc, il va sécréter encore plus de cortisol et il va monopoliser toutes les autoroutes pour ce cortisol. Et donc forcément, derrière, ben, il n'y aura plus d'autoroute pour la progestérone. Parce que pour lui, le cycle menstruel, ce n'est que secondaire. Donc, si le côté vraiment émotionnel n'est pas le plus serein possible, c'est vrai que ça peut impacter. Et il y a des personnes aussi qui sont plus ou moins sensibles. Ça veut pas dire que dès qu'on est un peu stressé, on n'a pas de cycle. Non, c'est pas ça. C'est juste que des fois, c'est presque ça. Non, et en fait, c'est ça. Exactement. Or, des fois, il suffit que une journée on soit moins stressé et paf, l'ovulation se fasse. Et puis des fois, en fait, il y a des personnes, un grain de sable, ça va tout bouleverser. Et pour d'autres femmes, il peut y avoir un tsunami, ça va rien faire en fait. Il y a aussi le côté, la sensibilité de la personne ou l'hypersensibilité de la personne qui va aussi impacter derrière le déroulement du cycle, l'ovulation et donc les menstruations. Ouais. Ça, c'est quelque chose que je vois assez souvent, le facteur stress en fait. Hein. Ouais. Il y a des personnes qui savent qu'elles sont voilà, anxieuses de nature ou hypersensibles. Souvent, ça décale l'ovulation, on voit des sursauts et puis un événement fait que hop, ça se met en pause et puis ça repart. Mais là, on est sur des impacts, on va dire, plus profonds peut-être émotionnellement. Des causes peut-être voilà, plus des fois lointaines ou plus impactantes aussi. Ouais. Après, dans le stress, il y a aussi tout ce qui va être charge mentale au quotidien, par exemple, sans parler vraiment de stress, de burn-out, de périodes dépressives, etc. Mais de se faire des choses, une charge mentale toujours présente, ça peut aussi beaucoup impacter en fait tout simplement. Et autre chose, et là je titille peut-être certaines personnes qui nous écoutent, mais de faire des fois des choses qui ne sont pas en alignement avec qui l'on est.
Ça passe par dire toujours oui, peut-être avoir un travail qui nous plaît pas forcément, faire des choses Des que relations toxiques. des relations toxiques ou faire des choses pour plaire à la société, pour convenir. Eh bien, en fait, mine de rien, on s'en rend pas compte, mais au fur et à mesure, ça peut être aussi un effet cumulé qui provoque ce stress interne, pas forcément un stress qui nous fait trembler comme ça sur l'instant, mais c'est un stress interne qui pourrit, on va dire, au fur et à En mesure. fait, on va contre notre nature, hein, c'est ça, quand on s'écoute pas et qu'on ne sait pas dire non. Alors, je dis pas que c'est facile, mais ça s'apprend en tout cas. C'est un travail voilà, de plusieurs années avec l'âge et tout ça. Mais c'est Ouais. clair que c'est hyper, voilà, de se respecter déjà ses limites, c'est hyper Mm, intéressant. mm. Il y a une citation qui me vient à l'esprit qui est un peu cucu, mais qui est marrante. C'est à force de vouloir rentrer dans le moule, on ressemble à une tarte en fait. Enfin, à un moment, pour C'est vrai. accepter la forme qu'on a, tu vois, naturellement, on Mm, n'est pas tous mm. faits pour rentrer dans le moule, quoi. Ouais, exactement. Et après, alors, j'en ai pas encore parlé, mais tout ce qui va être, j'en parlerai peut-être un peu plus, mais l'aménorrhée hypothalamique que l'on retrouve souvent, notamment dans les cas des stress intenses ou dans les troubles du comportement alimentaire ou des personnes qui ont subi des troubles du comportement alimentaire. Euh, En fait, des fois, il y a des choses que l'on change parce on se pense guérir ou pour guérir, on change certains aspects de notre vie, mais on les change un peu à contre-cœur et on n'est pas profondément convaincu que c'est bon pour nous. Je prends le cas par exemple un cas que je connais bien, l'anorexie. Donc en général, l'anorexie, ça se traduit par une grosse privation alimentaire. Un effet compensatoire, ça peut être un excès d'activité sportive. Donc c'est deux choses en fait. Le déséquilibre alimentaire va derrière induire des carences nutritionnelles qui vont impacter de toute façon effectivement le cycle, la synthèse pardon, de nos hormones. L'excès d'activité sportive va aussi avoir un impact puisque c'est bien le sport, mais trop de sport par rapport aussi au carburant qu'on donne, ça vient stresser le corps, ça vient acidifier notre corps, notre terrain. C'est pas bon pour la santé de nos émonctoires et ça va forcément aussi impacter notre cycle. Ça, c'est une chose. Mais quand on commence à vouloir guérir et qu'on nous dit souvent, oui, il faut que tu manges plus, il faut que tu faut que tu arrêtes le sport. Ok, je mange plus. C'est comme une personne qu'on dit, à qui on dit, faut arrêter de fumer. Mais quand elle n'est pas profondément convaincue et qu'elle le fait pas avec le cœur, en fait, le cerveau, il est pas bête, hein. Il comprend tout à fait. On fait un truc, mais on n'est pas profondément convaincu que c'est bon pour nous. Donc, en fait, l'effet derrière, il est pas là sur le cycle parce qu'encore une fois, le cerveau, c'est lui qui gère le cycle. Et ça, c'est quelque chose notamment que j'ai perçu et que j'ai vécu. C'est-à-dire que j'ai vécu pendant, en fait, des années où j'ai repris du poids. Euh, mais tant que j'ai pas eu ce déclic en moi en me disant ok, je fais ça pour moi, je veux vraiment retrouver mon cycle et que j'ai mis en place des choses, eh bien j'avais pas mon cycle et pourtant j'avais repris tous mes kilos. Et j'étais dans les normes IMC et j'avais pas de carence nutritionnelle parce que j'ai fait des bilans sanguins. Mais voilà, il n'y avait pas eu ce déclic et je faisais des choses encore un peu sous le contrôle quand même. Et c'est comme ça, et je l'ai compris notamment quand j'ai arrêté la pilule et que je me suis rendu compte que j'avais pas mes règles au bout de plus d'un an, parce que aussi un cas qui peut amener à une aménorrhée, c'est auquel on n'a pas discuté, c'est le post-pilule. Le post-pilule, effectivement, il peut amener, c'est un des syndromes post-pilule, un des symptômes, pardon, c'est éventuellement l'absence de cycle, enfin une ovulation en tout cas qui n'est pas, le corps n'est pas encore un peu, il est encore bouleversé par ces différentes hormones de synthèse qui ont pu créer des carences nutritionnelles et on vient de lui arrêter tout, donc voilà, faut qu'il retrouve un petit peu son équilibre. Et puis du coup, on peut avoir effectivement une aménorrhée. Il y a des femmes effectivement qui des fois elles ne comprennent pas parce que elles arrêtent la pilule, elles saignent et puis après, paf, il se passe plusieurs cycles où elles ne saignent pas. En fait, tout simplement, c'est que généralement, le post-pilule, on arrête la pilule, donc on a une chute des hormones, et c'est ce qu'on appelle un saignement de privation, en fait. C'est des saignements qu'on a pendant les pilules, ce n'est pas des menstruations, puisqu'il n'y a pas eu ovulation, c'est juste un saignement intermenstruel qui arrive parce qu'on a une chute des hormones, tout simplement. C'est comme quand on prend la pilule en discontinu, en fait, c'est pas Ouais. des vraies règles qu'on a entre chaque plaquette. Et même si on l'a pris en continu, normalement, à la fin, quand on l'arrête, on a ces saignements de privation, mais qui sont pas des saignements naturels. C'est pas le corps qui décide que, ok, j'ai éliminé mon endomètre et je saigne. C'est vraiment juste de la chimie, en fait, une réaction
aux hormones de synthèse. Absolument. Donc encore une fois, ça ce n'est pas du tout, enfin c'est complètement réversible. Hein, et, on va retravailler aussi sur différentes carences nutritionnelles que la pilule a pu avoir. La pilule déséquilibre la flore intestinale, donc ça peut aussi impacter derrière la bonne assimilation des nutriments. Si on a une porosité intestinale, on peut manger tout ce qu'on veut ou prendre tous les compléments du monde, on les assimile pas, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Donc la santé intestinale et notre flore microbienne est extrêmement aussi importante dans tout le système immunitaire, mais y compris le cycle menstruel. Alors, est-ce que tu as des questions avant que je passe à un autre type d'aménorrhée? Là, je regarde mes notes. Par contre, juste par exemple, un exemple, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est en aménorrhée post-pilule? Combien de temps on attend pour se dire c'est normal, c'est pas normal, 1 mois, 2 mois, 3 mois avant qu'on essaie de mettre quelque chose en place? C'est ça qui est un petit peu compliqué. On espère toujours, tu vois, que ok, ça va revenir, mais quand au bout de 3 mois, 6 mois, on voit toujours rien venir. Ouais. Déjà, en fait, quand on arrête la pilule, sans vouloir forcément mettre des règles, etc., mais c'est mieux de préparer un peu le terrain et de mettre toutes les chances de son côté pour essayer aussi de limiter un maximum les autres symptômes post-pilule, comme par exemple la chute de cheveux ou l'acné, qui ne sont en aucun cas des obligations, mais ce sont des choses qui peuvent arriver dues à ce bouleversement hormonal. Et du coup, le mieux, c'est de travailler encore une fois sur cet aspect alimentation, être sûr d'apporter pas mal de nutriments, de micronutriments, notamment le zinc, la vitamine B, la vitamine E, qui vont être nécessaires pour le cycle menstruel, et de favoriser justement l'élimination de toutes ces hormones de synthèse qui vont rester dans votre corps et qui vont rester en général entre 6 mois à 1 an. Alors, est-ce qu'il faut attendre 1 an pour se dire qu'on est en aménorrhée? Non, l'aménorrhée, c'est l'absence de cycle pendant à peu près 3 mois. Par contre, effectivement, on peut considérer que l'aménorrhée peut être encore due au post-pilule quand ça reste dans cette fenêtre de 6 mois à 1 an. On peut encore imaginer que ce sont des traces, on va dire, de ce bouleversement hormonal. Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre 1 an pour agir. Hein. De toute façon, quoi qu'il arrive, s'occuper des choses émonctoires, de son hygiène alimentaire, de son hygiène psycho-émotionnelle, ça, faut pas attendre d'être en aménorrhée pour le faire. J'ai envie de dire, faut le faire avec, disons. Après, au bout d'1 an, si on n'a toujours pas retrouvé ces cycles, 1 an post-pilule, là, on peut considérer aussi qu'il y a peut-être un autre type d'aménorrhée. Par exemple, pour mon cas, effectivement, au bout d'1 an, j'avais toujours pas mes cycles, et donc c'est là où j'ai commencé à repenser à mes périodes de TCA dans mon adolescence, pensant que j'étais complètement guérie. Et ça, je me suis dit, ok, il y a quand même quelque chose. Donc c'est là où aussi j'ai fait appel à la médecine conventionnelle et j'ai fait appel à des gynécologues et des médecins. Alors les médecins et les gynécologues, quand vous n'avez pas vos règles, généralement ils vous disent vous n'avez pas envie de tomber enceinte, c'est pas grave alors. Et puis si vous voulez tomber enceinte, je vous donnerai une pilule pour ovuler et puis voilà. C'est généralement le discours. Alors je veux pas stigmatiser, mais moi j'ai fait plusieurs gynécos, plusieurs médecins et c'est le discours que j'ai eu. J'ai des clientes qui me consultent et elles ont aussi eu ce type de discours. Il y avait une personne qui avait laissé ce commentaire justement, le dernier post que j'avais fait sur l'aménorrhée, elle disait ça que, en gros, elle avait dit mettez vos préservatifs comme ça, de toute façon, vous n'avez pas de cycle, tant mieux quoi. Mais en fait, ce qu'ils oublient de dire, c'est que l'ovulation, encore une fois, c'est un signe de bonne santé. C'est pas normal et ce processus d'ovulation, il n'est pas que bénéfique dans le cadre de la fertilité. Le fait qu'on sécrète ces hormones de reproduction, ça joue aussi sur la santé du cœur, la santé des os, sur plein d'autres paramètres en fait. Nos hormones, comme on disait tout à l'heure, le chef d'orchestre c'est le cerveau. Les récepteurs ce sont notamment nos ovaires, mais pas que en fait. Ça se passe par le sang et ça va dans plein d'autres organes, dans plein d'autres tissus et ça a des fonctions aussi en fait. Donc ne pas ovuler, c'est pas cool quand on est en contraception. Je suis désolée quoi. C'est mieux de ovuler et de choisir ces périodes où on se reproduit ou pas, clairement, quoi. Et c'est quand j'ai compris ça que je me suis dit non, je ne peux pas m'arrêter à ce discours-là. C'est que et en plus de ça, faut dire que la nature est bien faite, le corps est bien fait et
la nature ne propose pas des choses inutiles en fait. Donc si on a un cycle, c'est qu'il y a une raison. C'est pas que pour concevoir, c'est aussi pour notre santé. Et je connais des clientes qui sont en aménorrhée depuis des années et effectivement qui sont victimes aujourd'hui d'ostéoporose alors qu'elles ont eu 30 ans, même pas. Ouais. Donc parce que les oestrogènes impactent la santé osseuse notamment et la santé cardiaque. Donc voilà, voilà, c'est pas parce qu'on en a aménorrhée qu'on va forcément mourir plus tôt. Attention, encore une fois, faut moduler les propos. Pas ignorer ces autres fonctions secondaires, quoi. Ouais. Faut pas ignorer ça. C'est pas que pour avoir des bébés, quoi. Donc du coup, c'est quand j'ai pris conscience de ça que moi j'ai décidé aussi de dire ok, il y a un truc qui cloche en moi, j'ai envie de comprendre. Et puis après, il y a aussi ce côté j'ai pas mon cycle, je suis pas femme, je suis pas une femme en fait. Voilà, je me sens pas femme, je me sens soit trop petite fille, soit vieille quoi, sous ménopausée. Et donc j'aurais une question en fait, je sais pas si c'est quelque chose que tu vois dans tes accompagnements, mais enfin moi typiquement, j'en ai pas beaucoup des personnes en aménorrhée, mais souvent quand elles viennent, elles sont dans cette démarche où elles ont envie de se reconnecter à leur cycle, elles ont envie que ça change. Peut-être il y a un moment où voilà, on est un peu déjà dans l'expectative de est-ce que ça va durer, pas durer. Quand on voit que ça dure, on cherche des solutions, ça prend encore un certain temps. Et puis moi, j'identifie vraiment un moment où la femme, elle a envie de sortir de cette situation. Et je pense que c'est ce déclic-là, cette envie-là. Je veux faire la symptothermie, j'ai pas de cycle, mais ça m'intéresse. Tu vois, déjà d'amorcer un coup de pédale vers quelque chose d'autre, de changer de direction, quoi. Je trouve que ça, déjà, c'est un déclic évident pour moi elle est en route vers autre chose, en fait. Et il y aura du résultat au bout, quoi. Tu vois ce que je veux dire? ouais, et bien en fait, ce déclic, pour moi, c'est la première clé qui est indispensable et qui permet d'ouvrir toutes les portes derrière. Pendant longtemps, moi, je m'en fichais d'avoir mes règles. Je me disais même, je suis tranquille, comme ça, moi, j'ai pas de mal, j'ai pas de à acheter, je peux faire mon sport comme je veux, effet compensatoire de l'anorexie. Voilà, plein de choses comme ça. Et c'est le jour où je me suis dit, il y a un truc qui cloche et je me sens pas femme et j'ai envie de comprendre et j'ai envie de me reconnecter à ma féminité que j'ai entamé plein de démarches différentes. Enfin, c'est pas incroyable, mais j'ai mis plein de choses et surtout que j'ai fait ces choses-là avec cœur et avec profonde envie, à tel point que je me disais, si je dois prendre 15 kilos, je m'en fous, je veux ce cycle. Et en fait, il s'est passé derrière quelques mois le temps que les follicules se développent pour que ça arrive en fait. Alors, c'est pas que ça, mais c'est grâce à ça que derrière, j'ai mis en place des choses avec le cœur et avec une profonde envie. Donc, alors ça, c'est pareil, peut-être juste préciser cette notion-là aussi. Souvent, on se décourage un peu, on dit ok, j'ai fait ça, j'ai vu tel praticien. Alors après, c'est pareil, là, toi, tu es naturopathe. Il y a plein d'autres disciplines aussi qu'on peut allier, bien sûr. Hein. Il y a des thérapies corporelles, thérapies psycho-émotionnelles, enfin, différents axes. Et je trouve important de préciser à ce moment de la discussion, c'est que en fait, ça va pas revenir du jour au lendemain. Les actions que vous faites, il faut le temps qu'elles portent leurs fruits. Par exemple, déjà, le fait que effectivement les follicules sortent de leur réveil et tout ça, il faut au moins 3 mois en fait pour que quelque chose se remette en route et soit visible en fait. Donc, si vous êtes dans cette situation aujourd'hui, ne perdez pas espoir et dites-vous bien que tôt ou tard, ça va payer en fait. Et c'est pas inutile. Des fois, on se dit ah tiens, j'ai fait ça, cette personne-là, mais en fait, ça fait rien. Enfin, non, en fait, c'est chaque petit pas que vous faites qui se cumule et qui au bout donne le résultat. C'est pas une chose toute seule. Souvent, on a un peu cette image de ah oui, tiens, j'ai vu telle personne ou je vais faire telle thérapie, un peu miracle. Ça, c'est parce qu'on a l'habitude avec les médicaments. On prend un médicament pour un effet et ça solutionne le truc, tu vois. Alors que dans les approches naturelles, on est obligé de cumuler en fait les approches. Et c'est là où on a du résultat. C'est pas que en ayant un seul axe de travail, quoi. Absolument. Et c'est là où je vais prôner un peu pour ta paroisse, mais où je trouve que l'observation du cycle, même en cas d'aménorrhée, peut être utile. Parce que déjà, ça fait partie des X déclics qui nous mettent dans l'action et dans l'envie de comprendre et de se reconnecter. Et aussi parce que entre le moment où on va commencer, en gros, les ovaires vont se réveiller. Là, je parle vraiment de l'aménorrhée hypothalamique. Les ovaires vont se réveiller et qu'on va commencer à développer des follicules. Il se peut quand même qu'on ait encore un terrain carencé, qu'on ait quand même un déséquilibre hormonal et qu'on soit finalement bloqué, qu'on reste bloqué dans la phase folliculaire et du coup qu'on ne vue jamais et du coup qu'on n'ait pas de menstruation. Est-ce que pour autant ça veut dire que nos cycles est au repos? Non, puisqu'il y a eu ce développement folliculaire. Sauf comment le savoir en fait? Eh bien, en observant son cycle, on peut avoir des indices
Et ça, en fait, ces petits indices-là, c'est un axe de motivation incroyable. On se dit, waouh, j'ai pas mes règles, mais il y a un truc qui se passe en moi, quoi. Il y a vraiment un truc qui s'est déclenché. Et en fait, bah, c'est le mental qui va reprendre, la motivation, le gros sourire comme j'ai, et paf, ça va engendrer derrière un effet boule de neige bénéfique, en fait. Donc, donc oui, pour le coup, la symptothermie, l'observation de sa glaire cervicale, etc. Prêter attention à sa culotte, prêter attention à ses seins, de sa peau aussi. Ses humeurs aussi. Ses humeurs, voilà, pas besoin d'avoir ses règles pour finalement avoir quand même un cycle, parce qu'on voilà, les menstruations arrivent quand on a ovule, mais avant l'ovulation, il y a une phase en fait. Donc voilà. Et donc juste pour revenir sur l'aménorrhée hypothalamique. Pour essayer, parce que j'ai eu la question hier, je crois. Mais comment savoir si c'est une aménorrhée hypothalamique? C'est vrai que c'est un petit peu compliqué et c'est souvent par élimination qu'on se dit ok, bon là ça va être hypothalamique. En gros, on vient checker si les ovaires fonctionnent, s'il y a un dysfonctionnement ou non ovarien. Si les ovaires fonctionnent, il n'y a pas de dysfonctionnement, donc, notamment par des échographies pelviennes, eh bien ok, ça va au niveau des ovaires. Ensuite, on fait aussi des bilans sanguins, notamment pour jauger du fonctionnement de l'hypothalamus et de l'hypophyse, donc ces glandes au niveau du cerveau qui engendrent le cycle hormonal. Si ça fonctionne de ce côté-là, s'il n'y a pas de choses bizarres, donc là, moi j'ai même fait une IRM parce que ma gynéco m'a dit au cas où je fais un IRM, il y aura certainement rien, mais au cas où, il n'y avait rien. Et donc c'est là qu'on en déduit que c'est certainement le signal entre les deux qui est bloqué. Et donc, quand j'explique juste pour l'IRM parce que en post-pilule, ce qu'on peut avoir, c'est les adénomes hypophysaires. En fait, c'est des caillots, des calcifications de l'hypophyse à cause de la pilule. Moi, j'ai une cliente qui a eu ça. Et ça peut bloquer aussi le cycle. Donc, en fait, effectivement, il y a beaucoup de pistes d'aménorrhée. Il y a différentes causes. Il y a tout un arbre après sur lequel on a différentes pistes qu'on affine. Donc, c'est bien, voilà, justement, de s'entourer de médecins qui connaissent bien aussi cette spécialité, en tout cas les différentes pistes, et de pouvoir les explorer par élimination, en fait. Ouais. Et donc, une fois qu'on se rend compte que ça peut être effectivement le signal et donc vraiment une aménorrhée hypothalamique, derrière, c'est beaucoup sur ce qu'on disait en fait, faire des choses qui sont vraiment en accord avec engendrer des évolutions auxquelles on croit vraiment en fait, c'est qui ne sont pas juste parce que on m'a dit de faire ça. Donc ça ça marche. Enfin, c'est ce qui les plus grandes actions à mettre en place. Après, il y a aussi une autre chose qui peut engendrer une aménorrhée, qui est liée finalement à l'allaitement, enfin qui est liée à l'allaitement, pas tant que ça, mais la source est la même. C'est cette fameuse prolactine. Donc comme tu le disais, en fait, on a une aménorrhée physiologique qui se produit quand on allaite. C'est cette hormone de lactation qui s'appelle la prolactine qui bloque le signal en fait du cerveau et qui dit au cerveau ok, n'engendre pas la cascade hormonale, on est occupé à faire autre chose pour l'instant, on ne doit pas se reproduire quoi. En gros c'est ça. Et il y a des femmes pour qui en fait on peut avoir une hyperprolactinémie, donc plus de prolactine, plus de prolactine que nécessaire en dehors de cette fameuse période d'allaitement. Donc on peut très bien ne pas du tout allaiter, ne pas avoir une grossesse et avoir trop de prolactine. Et donc forcément, certains médicaments peuvent créer ça. Ouais. Certains médicaments, entre autres, mais d'autres traitements, ouais. Exactement. Et donc on peut aussi avoir une tumeur, une grosseur qui produit de la prolactine. C'est pas cancéreux, c'est pas grave, c'est souvent bénin, mais c'est juste que ça engendre plus de prolactine dans le sang et du coup ça bloque en fait le cycle ovarien. Donc forcément ça bloque l'ovulation, ça bloque les menstruations derrière. Donc ça c'est aussi vraiment toute une cascade quoi. Souvent voilà, on se focus sur l'utérus, les ovaires, mais en vrai voilà, la raison elle est beaucoup plus haute dans notre cerveau encore. Ouais. Mais c'est marrant ce que tu disais par rapport au fait voilà de s'écouter et tout ça. Après il y a le côté développement personnel, je trouve qui est hyper intéressant à mettre en lien avec, c'est-à-dire voilà, j'ai une maladie, la maladie, qu'est-ce que mon corps me dit et est-ce que je suis alignée pour écouter ce message en fait. Et je pense que justement la guérison elle apparaît au moment où on arrive à entendre ce que notre corps il a à nous dire en fait, là où on respecte pas ses limites, ses envies, ses besoins, etc. quoi. Absolument, ouais. Et c'est un long chemin des fois entre le moment déjà de comprendre cette maladie et d'après de réussir à la guérison quoi.
Puis souvent, des fois, c'est différentes choses en même temps. On peut très bien avoir ce côté psycho-émotionnel. Des fois, c'est aussi un déséquilibre vraiment hormonal. Oui, on Dans peut ce cas, cumuler plusieurs facteurs. Ouais. on peut agir effectivement sur, notamment, il y a certaines plantes qui viennent reminéraliser, revitaliser, rééquilibrer cet excès, peut-être cette hyper-oestrogénie relative par rapport à la progestérone. Enfin, après, il y a plein d'axes possibles. Mais il faut effectivement définir derrière, enfin, avant peut-être le type d'aménorrhée. Pour les personnes qui nous écoutent, en fait, là, qui se disent, OK, bon, on a dit beaucoup de choses, tout ce que je sais, c'est que j'ai toujours pas mes règles. Comment ça se fait? Reprenez, en fait, les différents cas. Est-ce que vous êtes en cas de post-pilule? Oui, non. Ensuite, est-ce que vous avez un SOPK? Oui, non. Si non, est-ce que c'est sûr? Bon, en fait, dans ce cas, renseignez-vous auprès de votre gynécologue, faites les analyses possibles, échographie pelvienne. Est-ce que vous avez effectivement un cycle irrégulier, etc. Ensuite, est-ce que vous avez un passif de troubles du comportement alimentaire, boulimie, vomitive, anorexie, etc. Vous pensez peut-être guéri, mais peut-être qu'il reste des traces mentales de ça. Est-ce que voilà, vous avez déjà dosé votre prolactine? Est-ce que vous avez une hyperprolactinémie, par exemple? Et une fois qu'on a ces différentes pistes et qu'on sait dans quel type d'aménorrhée on peut être. J'ajouterais même l'apport en lipides. Parce que Ah c'est oui. souvent pour les régimes hyper restrictifs, on mange pas un poil de gras et tout ça. En fait, non, le corps de la femme, il a besoin de graisse en fait pour plein de choses, notamment la synthétisation des hormones en fait. Il faut du bon cholestérol, donc il faut le gras, c'est la vie quoi. Je suis désolée, mais même si vous mangez healthy, il faut du gras dans votre alimentation quoi. Ouais, il faut du gras, il faut du bon gras et en fait du coup le cholestérol est synthétisé par le foie, donc il faut un foie qui fonctionne bien. Donc là je reviens sur la santé des émonctoires, travailler sur le foie, sur les intestins pour bien assimiler tous les nutriments qu'on donne par l'alimentation et éventuellement par des compléments si c'est nécessaire. Ouais, ça ce sont des pistes. Encore une fois, quelle que soit l'aménorrhée, là ça sera utile de toute façon. Ouais. Donc, vous voyez qu'il y a plein de choses à faire, il y a plein d'axes à explorer. Déjà, de bien définir voilà, de quel type d'aménorrhée on souffre, même si elle peut être multifactorielle, pardon, qu'il peut y avoir plusieurs causes cumulées en tout cas. Et après, voilà, de s'entourer de plusieurs différents thérapeutes en fait. Pour moi, le minimum, c'est la naturopathie au moins, quoi. Après, il y a des choses. J'ai envie de dire, ça peut être intéressant aussi, Ayurveda. Il y a des praticiennes qui sont spécialisées dans le cycle féminin. Ouais. Moi, je sais, par exemple, en tant que naturopathe, j'ai aussi consulté une praticienne Ayurveda pour ce problème-là, ce trouble-là. Et elle m'a donné des pistes aussi de la médecine ayurvédique que je n'avais pas forcément envisagées, qui m'ont permis déjà, rien qu'avec la discussion, remettre en question certaines choses. Et puis des petits tips en termes d'énergétique, par exemple, qui ont permis en fait de démultiplier un peu les actions que j'avais mises en place. Et c'est ça, sans se mettre de pression, parce que sinon on foire tous les effets. Moi, je dirais surtout de se laisser guider par ce qui nous fait envie, en fait. Déjà, même de personne à personne, d'avoir un thérapeute avec qui, voilà, on peut se livrer facilement, dire des choses, ou pas où on se sent jugé et pas écouté, tu vois, déjà, d'avoir une personne à l'écoute. Et puis après, d'aller vers des choses qui nous plaisent. Là, toi, t'es tombé sur l'Ayurveda, ça t'a appelé, ça peut être la médecine chinoise, ça peut être l'ostéopathie, enfin, le bouche à oreille près de chez soi, quel praticien, ah tiens, on m'a dit du bien de telle personne, je vais peut-être aller voir. Donc, c'est là aussi où être à l'écoute de soi, ça joue beaucoup aussi, je trouve, dans le chemin de guérison, quoi. D'ailleurs, l'ostéopathie, tu le mentionnes, mais moi, c'est quelque chose que je recommande aussi souvent, notamment pour travailler et libérer toutes les énergies au niveau du bassin qui peuvent bloquer aussi l'activité ovarienne. Donc, ça, ce sont des choses complémentaires, effectivement, qui peuvent être intéressantes. Ouais. Alors. Ouais, n'hésitez pas si vous avez des questions, en tout cas. Ça va, ça vient. C'est l'heure des lives, là. Ouais. En tout cas, vous pourrez accéder au replay. De toute façon, ça restera dans mes stories vidéo. Alors, ils ont encore changé de catégorie, mais bref, peu importe. Et je vous mettrai aussi le lien vers le compte d'Alexandra. Donc, n'hésitez pas à aller aussi consulter son Insta, son site web et à la contacter. Voilà, si vous avez besoin d'aide pour faire un bilan déjà, faire un état des lieux et ensuite différentes actions que vous pourrez mettre en place selon votre situation, évidemment. C'est vrai que souvent, les gens sont dans l'attente, voilà, je le disais tout à l'heure, mais un peu du remède miracle. Voilà, ils viennent au live. Qu'est-ce que je peux faire pour m'en améliorer? Mais déjà, il faut bien identifier le terrain, en fait. Et les solutions vont être très individuelles selon
voilà, votre mode de vie, les aliments que vous consommez, là où vous habitez, votre emploi du temps, est-ce que vous sortez, est-ce que vous marchez, est-ce que, enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte, quoi. Donc vraiment, je vous invite, voilà, au suivi individualisé, personnalisé. Ce sera beaucoup plus efficace que, voilà, de mettre plein de choses en action et puis de pas s'y tenir parce qu'au final, vous n'aurez pas forcément ni l'envie ni le résultat, donc ce sera un peu décourageant, quoi. Ouais, absolument. Merci, Madis. Merci. Ah, merci beaucoup. Alors, j'ai une question. Oui, Audrey Doula. La team Doula, coucou les Doula. Alors, je lis la question. Peut-on rapprocher certaines causes d'aménorrhée avec les cycles longs 50 jours? Alors, 50 jours, par définition, tu n'es pas encore dans l'aménorrhée. On est au-delà de 3 mois, donc c'est plutôt 90 jours. Mais là, tu es dans le cadre des cycles longs, en tout cas. Donc, ça peut être des problématiques, des fois, qui sont un peu similaires à voir, en tout cas. Ça peut être plutôt des problématiques comme le SOPK, des difficultés à ovuler, des déséquilibres hormonaux, de toute façon, ça, c'est sûr. Ouais. 50 jours, on est au-delà des standards, on va dire, de santé pour un cycle. Ce qui est intéressant de voir, c'est effectivement d'observer quand même son cycle pour savoir dans quelle phase on est et quelle est la phase qui est particulièrement trop longue peut-être aussi. Ouais. Et puis est-ce qu'on ovule aussi, hein, même si on a des cycles de 50 jours, peut-être qu'on a juste des saignements intermenstruels à la fin sans ovulation. Il y a une autre question de Chloé. J'ai une amie qui n'a pas de cycle régulier. Après ses séances d'ostéopathie, elle retrouve un cycle, donc des menstruations. Quand elle arrête, elle n'en a plus. Est-ce que... Alors mince, attends, ça... Ah, revient à la question. Est-ce que c'est un problème de position de bassin? Ah oui. Alors, pour parler du problème de position de bassin, il faudrait quand même faire peut-être plutôt des scanners, des choses comme ça. Après, ça peut mettre le doigt sur une notion d'énergie, d'énergétique en fait, un manque d'énergie. Alors, je sais pas ce que l'ostéopathe fait en question, mais ce qu'il permet l'ouverture du bassin pour faire circuler les énergies. Peut-être qu'il y a trop d'énergie au niveau du mental, l'énergie haute quand on est très dans le mental justement et qui se reste bloqué là et du coup on a un déséquilibre énergétique qui se réalise et le bas finalement en gros il meurt à petit feu entre guillemets, il n'est pas assez alimenté par cette énergie qui est beaucoup trop concentrée vers le haut du corps. Donc peut-être que pour ton ami l'ostéopathie c'est ce qui lui permet de débloquer ce flux énergétique. Et ce qui pourrait expliquer effectivement que quand elle arrête, il n'y a plus rien. Alors, du coup, ça voudrait dire, faudrait, pour essayer de vivre sans toujours être à la merci de l'ostéopathie, c'est de se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de redescendre cette énergie mentale beaucoup trop bloquée? Donc voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Moi, j'ai une autre question, c'est est-ce que tu appelles cycle des menstruations ou un cycle, donc une ovulation? C'est pas la même chose non plus. Parce que mécaniquement, c'est sûr que les manipulations peuvent déclencher des saignements, en fait. Mais est-ce que ça déclenche un cycle où moi je l'entends, c'est-à-dire que derrière une séance d'ostéopathie, elle retrouve une ovulation, elle retrouve des menstruations, ça c'est encore différent. Donc mécaniquement, oui, c'est sûr que quand on manipule, ça peut libérer des choses. Comme tu disais, le fait d'avoir l'énergie très bloquée en haut, même de l'émotionnel, ça peut lâcher, on va dire, physiquement de l'endomètre. Mais est-ce que derrière, ça lâche au point où elle fait un cycle complet et ça rebloque? Ça, c'est peut-être encore un autre problème. Il y a une autre question comment commencer la symptothermie sans cycle depuis 2 ans et demi? Moi, j'ai une réponse à apporter. Comment, si c'est vraiment la symptothermie, eh bien, tu te formes à la symptothermie, tu t'y intéresses et tu y vas en fait. La première chose qu'il faut avoir pour observer son cycle, que ce soit la sympto ou Billings, enfin symptothermie ou Billings, c'est de l'envie, c'est la volonté en fait de s'y intéresser. Moi, je vois vraiment ces techniques-là comme un outil de reconnexion à soi. Et comme on le disait précédemment, la volonté de se reconnecter à son cycle, c'est une première étape fondamentale pour retrouver son cycle. Donc, même si tu prends ta température tous les jours et que ça bouge pas et que tu observes rien de ta culotte, c'est pas grave. Mais tu as l'intention qui est là et de toute façon, tu vas apprendre à te connaître au fur et à mesure et jusqu'au jour, le fameux jour où tu vas observer de la glaire, le fameux jour où ta température va s'élever. Et voilà, donc pour moi, la première étape, c'est juste l'envie, en fait. Je sais pas ce que tu dirais, toi, Eugénie. Ouais, non, mais c'est clair. Puis après, je trouve, c'est comme par exemple les femmes qui se forment alors qu'elles sont encore sous pilule, tu vois. Il n'y a pas de cycle à observer non plus. Mais au moins, déjà, elles sont prêtes quand ça arrive.
Et j'ai envie de dire, surtout là en aménorrhée, où finalement le cycle il peut repartir à tout moment. Donc on lui ouvre la porte et le fait aussi, bah, comme tu disais, la base de ces méthodes d'observation, c'est déjà la compréhension du cycle. Donc quelque part, on va se créer aussi une image mentale, une projection de qu'est-ce que ça peut être un cycle, qu'est-ce que je peux, qu'est-ce qui va pouvoir se passer dans mon corps. On ouvre le champ des possibles en fait. Donc déjà en faisant ça, on crée un chemin vers quelque chose qu'on désire. Donc je trouve que c'est hyper important et c'est une démarche qui fait sens quand même, même si pour l'instant on est au point zéro, bah, on ouvre cette possibilité et puis on visualise que, ah oui, donc un jour ma glaire va changer, ok, d'accord, donc je surveille ça, tu vois. Et effectivement, quand ça se passe, surtout qu'en plus, les premières menstruations seront précédées d'une ovulation. Donc vous saurez en temps réel que bah, là, il y a du changement et vous ne serez pas dans ah ben j'ai saigné, est-ce que j'ai ovulé ou pas, qu'est-ce que c'était. Là, vous saurez est-ce qu'il y avait une ovulation ou pas avant. Et même s'il n'y en a pas et qu'il y a des saignements, bah, au moins ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent aussi. Donc c'est pas du temps perdu et puis ce sera bénéfique aussi pour la suite, quoi. Ah ouais. Non, mais c'est clair, c'est vraiment un déclic. Moi, enfin, je le disais dans le post, mais pour moi, c'est vraiment ça qui me réjouit aussi dans cette démarche, malgré que l'aménorrhée, je trouve ça triste d'un côté parce que voilà, la femme, elle est coupée de quelque chose, mais du moment où elle commence à se dire, ok, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'avoir un cycle, déjà là, ça résonne, comme tu disais au début, en fait, tu es aligné avec ce que tu as vraiment envie au fond de toi, quoi. C'est d'expérimenter ta nature cyclique, d'avoir tes menstruations, vivre les menstruations. Ça, c'est rigolo souvent. Même en formation, on va, allez, vivons les prochaines règles qu'on puisse démarrer. Mais c'est clair, quoi. Donc, juste Vinvanka qui précise. Donc, elle est SOPK et prolactine à taux normaux. Elle a fait plus de 101. Ouais. Donc, SOPK, après, voilà, voir si c'est du SOPK. Moi, je te suis dit du vrai SOPK ou du SOPK post-pilule, parce que pour moi, c'est pas tout à fait la même chose. Mais voilà, tout ça, ça peut se réguler en tout cas. Et même, enfin, moi, j'ai des fois du SOPK en suivi, des cycles de 35 jours, tu diras jamais qu'il y a du SOPK. Mais il y a les autres symptômes qui sont là et pas les cycles irréguliers. Donc, ça peut aussi, des fois, avoir des apparences différentes. Et du coup, ce commentaire-là, c'est lié à la personne qui fait la séance d'ostéopathie? Je sais plus. Et, il me semble, ouais. Je reprends. Non, c'était comment commencer quand on n'a pas de cycle depuis 2 ans et demi. Ah, d'accord. Donc, prolactine, ok, mais SOPK. D'accord, ok. Donc là, c'est un SOPK quand même hyper bloquant encore. Ok. Bon, après, effectivement, s'il n'y a pas de SOPK pour lactine, ça peut être soit de l'hypophyse, donc aménorrhée hypothalamique plutôt, ou terrain carencé. Il manque de certains nutriments. Quand on parle de terrain carencé, c'est pas qu'on est maigre et qu'on a une IMC faible. On peut très bien être en poids dit de santé, de forme, voire même un surpoids et être carencé en certaines vitamines et minéraux essentiels pour la synthèse des hormones et de leurs précurseurs. Donc, ou après d'avoir un facteur qui va faire que ça va diminuer ces réserves-là. Je pense par exemple au tabac qui va utiliser certaines ressources. Enfin, c'est justement là l'importance d'étudier, de faire un bilan sur chacune de votre terrain, quoi. Le café, le thé, bon ça c'est pour les plus connus, mais après il y a d'autres types de comportements ou de mauvaises associations d'aliments. On pense se supplémenter en fer, en fait tout ce qu'on mange, ça va être absorbé par l'autre aliment qu'on prend en même temps. Enfin, tu vois un peu le délire, quoi. Faut vraiment, c'est faire appel à des spécialistes comme ça, quoi. Il y avait une autre question, mais il n'y a pas la fin. Est-ce qu'en préménopause des cycles, on peut avoir une seconde, je sais pas, une seconde. Est-ce qu'en préménopause des cycles, on peut avoir un second cycle, je pense, ou une seconde. En tout cas, quand on est en préménopause, c'est en fait la préménopause, c'est un peu comme la ménarche. Donc la ménarche, c'est en phase de puberté, quand on démarre nos premiers cycles. C'est un peu le bazar en fait. Donc c'est là que les hormones, surtout en puberté, parce que les hormones n'ont jamais emprunté ces chemins-là. Donc il faut déjà qu'elles s'infiltrent partout. Les taux hormonaux vont grandir. Tout est en formation en fait. Ouais. Mais en préménopause, il faut faire encore plus attention, je trouve, à l'observation de son cycle quand on désire pas d'enfant, parce qu'on peut vraiment avoir des cycles très irréguliers et penser qu'on est. Moi, j'ai eu des cas. Alors, j'ai suivi des formations, etc., où j'ai des cas cliniques et genre des femmes qui sont restées en préménopause pendant plusieurs mois
pensant qu'elles étaient en ménopause et paf, un cycle est arrivé, une ovulation. Ah ouais, non. Tu peux avoir un cycle en un an, t'es pas encore en ménopause, quoi. Exactement. Ouais. Exactement. Après ménopause, voilà, ça peut être un peu le bazar. Et puis ça peut être long aussi, donc effectivement, il faut faire vraiment attention. Il y a plusieurs phases en plus dans la préménopause. Enfin, là, en plus, c'était la journée de la préménopause et de la ménopause hier. Mais il y a vraiment des comportements typiques du cycle en préménopause, en périménopause, ça personne n'en parle non plus. Mais il y a vraiment voilà, plusieurs phases dans la préménopause. C'est hyper intéressant. Franchement, si vous êtes dans cette phase de votre vie, c'est pareil. Enfin, formez-vous, écoutez-vous. Il y a beaucoup de changements qui sont là aussi pour vous donner des petits indices. Pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Souvent, on a des petits signes avant, mais voilà, encore une fois, est-ce qu'on va les écouter ou pas? Ça, c'est autre chose. Mais normalement, enfin voilà, je pense avoir en tout cas saisi un petit peu l'esprit de la question. Une fois qu'on est en ménopause, on est en aménorrhée à vie, quoi. Normalement, on ne peut plus re-avoir d'ovulation. Une fois qu'on est passé en ménopause, les niveaux hormonaux, la réserve ovarienne font que c'est plus possible d'ovuler. Okay. C'est possible des fois d'avoir des saignements sans ovulation, il peut y avoir des chocs émotionnels, ce genre de choses, mais on n'est plus fertile après en ménopause. Donc voilà, ça fait déjà 1 heure qu'on est en ligne. S'il y a encore rapidement quelques questions, on peut rester avec vous encore 5 minutes, mais après, voilà, je pense que pour le replay, c'est bien de rester à peu près dans cette fourchette de timing. J'espère que ça a été pour toi, Alexandra. C'était un vrai plaisir encore d'échanger avec toi. Ouais, un grand plaisir aussi. J'aime beaucoup ce type de sujet. On a des questions intéressantes, donc voilà, un grand plaisir partagé. Et pour rappel, donc on aura un podcast qui va sortir chez Alexandra sur la méthode Billings et la symptothermie. Donc c'est rare qu'on puisse voilà, un petit peu dialoguer sur ces deux terrains. Donc à suivre, vous verrez sur son compte quand ça va sortir, je vous le partagerai évidemment. Mais je vous invite aussi à rejoindre le compte d'Alexandra. Donc merci beaucoup à tout le monde. Merci à celles et ceux qui nous regarderont en replay également. Je pense qu'on va vous laisser là. On va vous souhaiter une belle soirée. Et voilà, prenez soin de vous surtout. Si tu veux rajouter un petit mot. Bah non, juste prenez soin de vous et puis ben si c'est le moment pour vous de vous reconnecter à votre cycle, d'apprendre à savoir comment fonctionner, bah c'est que tout va bien se passer et rien n'est irréversible en tout cas. Donc courage, croyez en vous et ça va revenir. Quand votre corps sera prêt, ça reviendra. Ouais, j'allais dire, ne vous mettez pas trop la pression du temps, quoi. Déjà, enfin, même si on y réfléchit, le concept de temps, il est un peu... Moi, je suis pas convaincue que le temps existe comme on nous le vend, mais en tout cas, voilà, prenez l'espace qu'il vous faudra dans votre vie, dans votre tête, dans votre cœur, dans votre utérus. Mais si vous avez une volonté, vous y arriverez de toute façon, quoi. Donc, voilà. Merci à tout le monde. Une très bonne soirée. Merci Alexandra. À bientôt. À bientôt. Salut. Ciao, ciao.